Déjà, quand j'étais enfant, je voulais vraiment rentrer dans le moule, faire bien ce qu'il faut, et j'y arrivais jamais. J'étais toujours à côté de la plaque, mais j'essayais toujours de bien faire. Et puis, j'ai pensé qu'il était temps d'apprendre. Au fond, avec la méditation, tout ça, j'ai peu à peu appris à me foutre la paix. Mais sans doute que ce livre m'a aidé à le faire. Avant encore, j'avais un côté à essayer d'expliquer ce qui était le sens de la méditation, pourquoi ça n'a rien à voir avec du bien-être et toutes les idées habituelles sur le bien-être qui me semblent incroyablement indigentes, niaises et peu aidantes. Et donc là, voilà, d'un seul coup, je pouvais... voilà, ça me permettait de dire quelque chose de l'essentiel. Alors évidemment, donc je pense que si le livre a l'impact qu'il a, et puis on l'a vendu déjà dans 10 pays, ce qui est une certaine fierté pour un auteur français. Il a même traduit, il va être traduit aux États-Unis, donc c'est quand même, on est toujours très content parce que c'est assez rare. Je pense que c'est cette sincérité, cette manière dont je me suis mis à nu et j'ai dit au fond la chose la plus importante pour moi, qui à mon avis explique, mais c'est qu'à mon avis, on n'est jamais le meilleur juge, mais qui à mon avis fait que le livre rencontre un tel impact. Et peut-être, ça c'est la première raison, je crois, cette sincérité. Peut-être que la deuxième raison, c'est que je crois que l'analyse que je propose, qui est très différente de l'analyse qui est faite habituellement, est juste. Donc en 2 points, la plupart du temps, on explique soit si vous avez une difficulté, vous êtes tendu, vous êtes stressé, vous allez mal, vous êtes angoissé, vous êtes déprimé, enfin quel que soit on pense que vous n'avez rien à faire, que vous ne pouvez rien faire, et qu'au fond vouloir s'occuper de soi, c'est un peu idiot, un peu narcissique. Ou alors, ce qu'on propose, c'est le bien-être, soyez zen, soyez calme, soyez sage. Et moi, je crois que ça, c'est une complète erreur. Je pense qu'on peut faire des choses, on peut travailler sur ses difficultés, on peut apprendre, on n'est pas condamné à une situation. Donc là, je pense que ça, c'est vraiment crucial. On peut apprendre à être plus heureux. Et ça, voilà, ça, je crois que c'est... Et ça, c'est pas du tout évident. Il y a un grand mépris pour l'idée qu'on puisse faire des efforts sur soi-même. Alors, autrefois, on disait que quand on allait voir un psy, on était fou. Et maintenant, il y a quand même encore une autre forme de mépris de ça. Ou de l'autre côté, il y a tout ce discours complètement niais sur soyez zen. Et je trouve ça absolument insupportable. Donc ça, c'était le premier point. Présenter quelque chose qui peut vraiment aider les gens en profondeur, qu'on puisse prendre les choses au sérieux. Et puis le deuxième aspect, à mon avis, novateur de l'approche que je propose, c'est de dire que partout on explique, dans tous les journaux, partout on explique que notre société est une société individualiste de l'égoïsme. Hein, c'est ce qu'on explique partout. Moi je crois que c'est l'inverse. On est une société où les gens ne sont pas du tout égoïstes, ils veulent tous trop bien faire. On veut tous trop bien faire. Et le signe en est qu'une des maladies de notre temps, c'est le burn-out. Et le burn-out, c'est vraiment la maladie de ceux qui veulent tellement bien faire, tellement rentrer dans la norme, tellement répondre aux injonctions qu'ils ne s'écoutent plus. Et moi, je crois qu'on a perdu la capacité à s'écouter. On est dans une hyper-performance. On a tellement intégré l'hyper-performance que nous sommes au contraire pas du tout assez soucieux de soi. Et donc, je crois que c'est ces 2 renversements, ces 2 provocations, disons. Et je crois que certaines personnes reconnaissent, disons, la validité des analyses que je propose. Quand avez-vous commencé à remarquer que vous arriviez à vous foutre la paix? On le repère à certaines anecdotes, hein, le moment où vous racontez comment vous avez lâché vos notes. Que vous faisiez des conférences écrites et qu'à un moment donné, voilà, ça c'est une première preuve ou symptôme, voilà, ouf, je commence à me ficher la paix, à entrer dans une dimension où l'imprévu a toute sa place, que l'imprévu soit positif ou finalement ou négatif. Comment, au fil du temps, vous avez remarqué que je commence à y être dans cette zone de liberté? Alors d'abord, je crois que j'ai encore beaucoup de progrès à faire et que je crois qu'on écrit bien sur les choses qu'on a à faire soi-même. Et je crois que j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour me foutre la paix. Mais la première fois où j'ai commencé à pratiquer, donc il y a presque 30 ans maintenant, donc j'étudiais la philosophie à l'université, à la Sorbonne, et puis quelqu'un m'a parlé de méditation, j'ai voulu regarder, voir ce que c'était. Ça me semblait curieux ce truc. Comme en plus j'étais en train de lire un texte de Heidegger qui parle de la pensée méditante par rapport à la pensée calculante, je me dis tiens, méditation, donc j'étais regardé.
Et la première chose qui m'a frappé de la méditation, c'était que pour la première fois de ma vie, on ne me demandait pas de faire quelque chose. Quand j'étais enfant, il fallait toujours faire mieux. Moi, sur tous mes bulletins scolaires, c'était marqué « peut mieux faire ». De tout petit jusqu'à « peut mieux faire ». Alors des fois, il y a même une prof qui avait marqué « à punir sévèrement ». Et là, d'un seul coup, quand j'ai été méditer, on m'a juste dit « assis-toi et t'as juste sois, tu es juste sois ». Alors on ne disait pas « fous-toi la paix », mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Pour la première fois de ma vie, j'étais invité à être et pas à faire quelque chose et à être jugé par rapport à ce que j'avais à faire. Donc ça a quand même été déjà un très profond soulagement. Mais après, l'esprit est un peu tordu et donc très vite, je voulais essayer de réussir à méditer, à atteindre un tel état. Et j'ai un peu perdu ce que pourtant, moi j'avais eu la chance, j'ai été formé à la méditation par quelqu'un qui était un très grand neuroscientifique qui s'appelle Francisco Varela, auquel je dois beaucoup. Il insistait vraiment là-dessus, mais après, l'idée que tout le monde racontait que la méditation c'était une sorte de gymnastique mentale, alors j'ai essayé de faire des efforts et j'ai un peu perdu ça. Et à force et puis en repartant, réexplorer la méditation, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre l'essentiel. J'ai beaucoup relu les textes et je me suis rendu compte que foutez-vous la paix, c'était à la fois le plus simple pour commencer à méditer, non pas méditer pour réussir à faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui la méditation c'est un outil de gestion anti-stress pour essayer d'être plus performant. C'est juste affreux, parce qu'au fond on est malade. Pourquoi ? Parce qu'on veut tellement gérer son stress, être ultra performant, qu'on est en train d'étouffer la vie en nous. Rien n'est pire déjà que l'idée qu'il faudrait gérer son stress. Il faudrait gérer son compte en banque et avoir un rapport humain à son stress. Ce serait déjà beaucoup mieux. Les gens ne vont pas mal parce qu'ils n'ont pas bien géré leur stress. Les gens vont mal parce qu'on leur demande toute la journée de gérer tout. Gérer leur stress, gérer leurs émotions, gérer leurs enfants, gérer leurs relations. C'est juste une destruction de notre humanité. Donc ça, c'est vraiment étouffant. Étouffant et extrêmement problématique. Alors, en relisant les textes, je me suis rendu compte que foutez-vous la paix, c'était ne pas essayer de méditer avec une nouvelle injonction, et donc c'était peut-être la meilleure manière d'aider aux gens de comprendre la méditation, mais c'est aussi la manière la plus profonde. Quand on regarde dans les textes, par exemple, on regarde dans la tradition zen, on voit que le cœur de la méditation, chez Dogen, ils appellent ça shikantaza, ça veut dire vous méditez juste pour méditer, pas pour obtenir quelque chose. L'idée, explique Dogen au XIIe siècle, si vous voulez méditer pour obtenir quelque chose, ce n'est plus de la méditation. Et puis la même chose dans la tradition tibétaine. Et puis après, j'ai regardé dans la tradition chrétienne, et je me suis rendu compte que dans la tradition chrétienne, toute la tradition de l'oraison, qui vient des pères grecs, a été revitalisée par Thérèse d'Avila, et comme elle se développe après au XVIIe siècle français, avec la doctrine du pur amour, Madame Guyon et tout ça, parlait aussi d'un abandonnement, d'une manière juste de se laisser être, qui avait toute cette pensée du laisser être. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que le foutez-vous la paix était à la fois extrêmement simple, tout le monde comprend qu'il faut se foutre la paix par rapport à toutes les injonctions qui nous rongent, mais aussi qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et à partir de là, j'ai commencé à pouvoir avoir davantage confiance que cette intuition que j'avais, elle était juste, elle était légitime. Et dernier point, j'ai beaucoup travaillé en faisant le livre, à rencontrer beaucoup de thérapeutes, pour voir si ce que je disais était juste pour eux ou pas. Et beaucoup de thérapeutes m'ont justement encouragé en disant oui, au fond, si je creuse, tu as raison, l'essentiel de mon travail n'est pas de donner un outil technique à quelqu'un de ce qu'il a à faire, mais dans une rencontre, de lui montrer par où il peut réussir à se foutre la paix et recommencer à vivre. Et un thérapeute m'avait dit, et ça m'avait beaucoup frappé, qu'on dit justement en français retrouver le goût de vivre, et que le travail du thérapeute, c'est d'aider la personne à retrouver le goût de vivre. Et retrouver le goût de vivre, c'est ça. C'est vous recommencer à vivre, non pas par une décision que je ne décide pas volontairement que je vais mieux, mais j'ai fait ce qu'il faut pour que la vie revienne. Et c'est ça le changement de paradigme. Je fais ce qu'il faut pour aller mieux. Je ne fais pas quelque chose pour aller mieux. C'est ce changement. Et il est un peu compliqué à comprendre parce que pour nous, on a l'idée, soit je suis dans l'action, soit je suis dans la passivité. Et foutez-vous la paix, c'est repenser complètement autrement l'action en acceptant l'idée que l'écoute a un sens, laisser être a un sens, accueillir a un sens. Et dans notre société, on a un peu perdu ce rapport-là. Justement, cette société de la performance que vous décrivez, j'aimerais qu'on s'y arrête un peu parce que, à la fois,
vous décrivez très bien que nous mettons nous-mêmes la pression, mais parce qu'on nous la met et que nous-mêmes, du coup, la mettons à d'autres, on a l'impression d'un cercle vicieux de pression. Tout le monde se met la pression les uns sur les autres et donc sur soi-même. Qui doit commencer par arrêter de mettre la pression sur qui? Est-ce que nous mettons davantage la pression sur nous-mêmes que la société, professionnelle, entourage, parents nous la mettent? Comment sortir de cette espèce d'engrenage? Alors d'abord, oui, vous avez raison. Je crois qu'il faut partir du fait que nous respirons une atmosphère dans laquelle ce qui importe, c'est cette dictature de la rentabilité et de la performance. Alors quand je parle de dictature, c'est-à-dire, moi, j'enseigne la méditation de manière bénévole. Mon métier, c'est d'être éditeur. Quand je publie des livres, je souhaite être performant et que mes livres que je publie connaissent un grand succès. Donc je ne suis pas du tout contre l'efficacité et la performance. Ce qui me gêne, c'est cette dictature. C'est-à-dire que tout est pris dans cet ordre-là. Les relations sociales, les relations avec les gens. Et justement, on parle de gérer ses émotions, on parle de ramassage scolaire, on parle de ressources humaines. Tout ça, c'est un langage qui est complètement désapproprié, non approprié. On devrait parler, on devrait remettre place à l'être humain. Quand dans un hôpital, on considère dorénavant qu'un infirmier ou une infirmière, ce qui compte, c'est le nombre d'actes qu'ils font dans la journée, et que ce ne compte plus la présence qu'ils ont aux patients, l'écoute, la manière dont ils parlent, et que ça ne se mesure pas, donc on ne le compte pas, est-ce que ça, c'est un progrès social ? Il me semble que non. C'est ça que j'appelle la dictature de la rentabilité. Est-ce que même c'est rentable d'agir comme ça? Non, c'est pas du tout rentable. C'est une sorte de dictature aveugle, parce qu'en plus, c'est pas du tout rentable, parce que l'infirmière, elle pense être démotivée, ça ne répond pas à ce qu'il habitait, pourquoi elle fait son métier, elle en a marre, et donc on n'a pas des gens, on empêche les gens de faire ce qu'ils voudraient pouvoir faire pour aider le monde. Donc ils se sentent de plus en plus mal. C'est ça que je dis, c'est une sorte de dictature, c'est pas juste une pression, c'est une forme de pression qui déshumanise à la racine. Même les parents qui n'osent pas simplement aimer leurs enfants, qui se sentent obligés d'en faire des très bons élèves. Oui, surtout, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait quelqu'un qui a posté sur un blog qui a eu beaucoup d'impact en France, quelqu'un qui raconte que son fils a 3 ans, la maîtresse lui envoie, donc il a la maternelle, et le bulletin scolaire met « Nathan comprend enfin la nécessité de se mettre au travail ». Et la mère dit mais à l'âge de 3 ans. 3 ans. Et là, donc la mère a écrit un truc elle parle qu'à cette maîtresse. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui tourne pas rond, que c'est un enfant? Mais je raconte dans le livre, il y a des parents qui m'ont raconté, leur fille a 4 ans, elle va pendant l'été faire un stage de trampoline sur la plage, et à la fin, qu'on appelle ça, l'animatrice remet un petit sorte de bulletin d'évaluation, alors coordination, peut mieux faire, rapport. Et donc, c'est ça qui ne va pas. On croit qu'on fait bien, ça ne va pas. Qu'on veuille le meilleur pour son enfant, c'est bien. Mais ça, encore une fois, c'est pour ça que je dis, ça n'a pas de sens. C'est pas par là qu'on aide l'enfant à aller mieux. Il y a quelque chose là d'une violence énorme. Donc, je crois que mon livre essaye de montrer ce processus. Et le problème, je dirais, numéro 1, c'est qu'on ne se rend plus compte. Moi, j'ai une amie qui a fait un burn-out, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle faisait un burn-out. Elle n'arrive plus à dormir. Elle va voir son médecin pour prendre des médicaments pour réussir à dormir. Après, elle commence à avoir plein d'infections dans la bouche. Elle se dit, tant mieux, personne ne peut le voir au boulot, et elle continue. Après, elle a des mycoses sur les doigts. Elle met du vernis à ongles, ça ne se voit pas. Et un jour, elle ne peut plus se lever. Et elle est en colère qu'elle ne peut plus se lever. Et il a fallu 10 jours de colère où elle ne peut plus se lever pour enfin comprendre qu'elle fait un burn-out, qu'elle ne s'est pas respectée. Et que là, il faut qu'elle s'arrête. Et elle ne comprenait pas. Et je crois que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc je pense que c'est à se rendre compte de la pression que nous subissons. C'est comme une atmosphère, on ne s'en rend pas compte, c'est l'air qu'on respire. Je crois que c'est important. Je ne dis pas du tout par là que notre temps est pire qu'un autre. Tous les temps ont eu leurs problèmes. Il y a des époques d'intolérance, il y a les époques Mais nous, voilà à mon avis le problème que nous avons. Et je crois que nous en rendre compte, c'est important. Et alors après, pour répondre à votre question, je crois que la première chose à faire, c'est nous devons nous foutre la paix. Parce que c'est en arrêtant nous que ça va changer quelque chose. Et quelle que soit notre fonction dans la société. Oui, mais alors, se foutre la paix, ça ne veut pas dire je démissionne. Nous, on comprend à partir de la logique, soit je suis dans l'hyperaction, soit je ne fais rien, que si je me fous la paix, je démissionne, mais c'est le contraire. Si je veux sans arrêt que mon enfant soit évalué,
je l'empêche de grandir. Donc foutez-vous la paix, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire faire les choses au mieux, mais faire les choses en retrouvant le plaisir de faire les choses, en pouvant donner le meilleur de soi. Yannick Noah, coachant une équipe de tennis en duo à Roland-Garros il y a quelques années en demi-finale, moi je connais rien au sport, donc j'imaginais qu'il leur disait attention, tout le monde vous regarde, vous n'avez pas le droit à l'erreur, soyez les meilleurs. Il leur a dit faites-vous plaisir. C'est ça, foutez-vous la paix. Moi je dis pas foutez-vous la paix aux joueurs de tennis, rentrez chez vous, restez dans votre lit et ne faites pas le match. Non, faites le match, mais en vous donnant en essayant d'avoir plaisir. Et alors vous allez être au contraire les meilleurs. C'est la meilleure manière de réussir. Donc je ne veux pas que les gens ne puissent plus rien faire de bien. Mais on peut avoir du plaisir, mais tout de même mener à ce qui peut apparaître comme une contre-performance. Donc comment on relativise la contre-performance? Mais ça n'est pas vrai. C'est le contraire. Si vous foutez la paix, ça va être la performance le plus juste. C'est le contraire. La contre-performance, c'est la dictature de la rentabilité. C'est le fait qu'on ne se fout pas la paix. Tant qu'on ne se fout pas la paix, on se détruit. Et on ne peut pas faire les choses. Partout, il faut que les gens deviennent plus humains. Moi, j'ai un de mes amis, il a des difficultés de santé, donc on a un problème à la sécurité sociale. Je ne peux pas voir en France personne à la sécurité sociale. Il y a un nouvel engagement à la sécurité sociale qui fait que vous ne voyez personne et que la personne qui s'occupe de votre dossier tourne en permanence. Donc j'ai reçu 20 lettres de 20 personnes différentes qui disent chacun quelque chose de différent. Est-ce que c'est un progrès pour la sécurité sociale? Non. Maintenant, je suis en procès avec la sécurité sociale. Ça m'a rongé complètement pour l'aider. Donc, on est dans une sorte de procès. J'ai obligé de prendre un avocat. La sécurité sociale prend un avocat parce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui on peut parler et ils ne veulent plus qu'on parle à quelqu'un. C'est ça partout, c'est cette déshumanisation. Ce n'est pas tenable. Donc, foutez-vous la paix. C'est la seule manière de pouvoir réussir à faire les choses. Ce n'est pas la contre-performance. La contre-performance, c'est la dictature de la rentabilité qui instrumentalise les êtres humains comme des rouages d'une machine. Mais qui doit commencer? Parce que nous n'avons pas pris sur l'administration. Nous ne sommes pas tous des patrons qui pouvons montrer l'exemple justement de se foutre la paix. Tout de suite, il faut qu'on se foute la paix. Il faut sauver notre peau tout de suite. Foutez-vous la paix, sauvez votre peau. Vous vous sentez coupable, vous avez l'impression que c'est une forme d'égoïsme. Sauvez votre peau, foutez-vous la paix. Ça ne vous empêchera pas de faire les choses au mieux. Au contraire. Mais voilà, c'est un changement radical. Foutez-vous la paix. C'est vraiment... moi, souvent les gens me disent oh, j'ai entendu ton truc, ça me parle pas. Puis j'ai fait un burn-out et là j'allais très mal. Et là j'ai repensé ce que tu as dit, tu avais raison. Mais moi j'aimerais bien que les gens m'entendent avant que ça aille mal pour eux. Donc il faut commencer tout de suite, partout. Et chaque fois qu'on se fout la paix, quelque chose peut changer et on permet aux autres de pouvoir se foutre la paix. Donc sauver votre peau, c'est vraiment crucial. Ouais. Est-ce que les gens qui sont prescripteurs, justement que ce soit encore une fois des patrons, des responsables de ressources humaines, des administrations, comment leur faire passer le message, comment avoir une influence sur le fonctionnement et l'état d'esprit comme un peu général de la société? Moi, je pense pas comme ça. Moi, je sais que tout le monde pense comme ça. Il faut commencer par parler aux dirigeants pour que ça se reflète après. Moi, je parle aux gens qui sont là devant moi. Je sais pas comment faire d'autre. Moi, je peux juste dire ce que j'ai réussi à comprendre dans mon livre avec le plus de sincérité et espérer que les gens qui m'écoutent, ça va les aider et que même par là d'autres gens et que par là quelque chose puisse se passer. Je n'ai pas plus de pouvoir que ça. Oui. Mais je vois que doucement, l'idée que la méditation n'est pas un instrument technique de gestion commence à être audible. Moi, par exemple, là, j'ai en train de me battre beaucoup pour qu'on arrête de dire que la méditation est là pour calmer les enfants. Là, ça c'est vraiment... je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je veux au moins dire ça. Là, en ce moment, j'ai en train de travailler dans les écoles. C'est formidable que les méditations soient introduites dans les écoles, mais pas pour calmer les enfants. Là, c'est vraiment quand même terrible. Calmer les enfants. Tout le monde dit qu'il faut calmer les enfants, voire les rendre comme des animaux. Non. Calmer les enfants, non. Quand on veut calmer un enfant, c'est-à-dire qu'on veut que l'enfant soit plus un enfant, pour que nous, on soit tranquilles. C'est un acte de violence. Oui, c'est un acte de violence. Vous avez raison. Calmer les enfants, c'est enlever la vie des enfants. Comme j'écris dans mon livre, c'est la méditation comme de la Ritaline. Ça me semble d'une violence énorme. Moi, je dis que la méditation apaise les enfants. Apaiser les enfants, c'est harmoniser les enfants. C'est les laisser être eux-mêmes. C'est les laisser être pleins de vie. Là, il y a quelque chose qui, à mon avis, est en train de devenir extrêmement dangereux. Donc moi, ce que je peux faire, c'est partout, à tous les enseignants, partout dire, surtout, je vous en prie, ne faites pas que la méditation devienne de la Ritaline.
J'enseignais la méditation il y a quelques semaines, et puis il y a quelqu'un qui est venu avec son enfant, qui a 11 ans. Alors l'enfant fait la méditation, elle dit « Ah, c'est formidable, j'adore ça ». Et je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ah, je me suis posée, ça m'a vraiment rendue joyeuse. » Et un enfant, il parle normalement. Voilà, ça l'a posée, ça l'a rendue joyeuse. Dès que je parle, ne prends pas ça mal, mais dès que je parle à un journaliste, ils veulent absolument ramener ça à une sorte d'outil technique de gestion du stress pour être calme. Je me bats tout le temps. Il y a quelque chose qui est là, voilà, moi, c'est ça qui est douloureux pour moi aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement difficile qu'on entende que ce que je dis ne consiste pas à essayer de calmer les gens, à essayer d'être zen. Non, c'est extrêmement agressif de vouloir calmer les gens. Vous imaginez, moi, ce que je dis, c'est foutez-vous la paix, soyez humains partout. Alors là, on est en train d'expliquer que la méditation dont j'ai parlé pour les enfants, mais alors on peut aussi imaginer dans les entreprises. Tout le monde devrait méditer dans l'entreprise pour être plus calme, plus performant. Vous allez voir votre DRH parce que vous avez votre collègue ou votre supérieur qui vous harcèle, vous en pouvez plus, il vous maltraite. Vous allez voir votre DRH, il va vous dire « Ah, vous avez qu'à méditer, mieux gérer votre stress ». Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Donc on a un combat à faire. Oui, donc c'est ça, pour moi, que je voudrais faire. Vous n'êtes pas coincé, pieds, mains liés par rapport à toutes les formes de pression. Foutez-vous la paix. Et ça, ce n'est pas un renoncement, c'est au contraire reprendre le pouvoir de votre propre vie. Alors évidemment, c'est subtil, comme vous me l'avez demandé. Moi, je n'ai pas fini de me foutre la paix. C'est subtil de voir par où on ne se fout pas la paix. Et tout l'enjeu de mon livre, c'était dans les différents chapitres, d'arriver à discerner toutes les manières avec lesquelles on ne se fout pas la paix. Et c'est pas du tout la même. Est-ce qu'on peut se foutre la paix sans la méditation? Ah oui, dans le livre, moi je parle très peu de méditation. Mon livre ne parle pas de méditation. Moi, j'ai compris grâce à la méditation comment me foutre la paix, mais chacun peut trouver sa manière à lui de se foutre la paix. Moi, la méditation, ça me parle, ça m'aide, mais il y a plein de manières. Mais ce qui importe, c'est de se foutre la paix. On peut juste se foutre la paix en regardant dans le livre par où nous, on ne se fout pas la paix, vouloir être parfait, vouloir que tout le monde nous aime, se comparer en permanence, ne pas accepter nos émotions, etc. Parce qu'il y a derrière tout ça. Calmez-vous, vous n'avez pas le droit d'avoir des émotions. Si vous êtes en colère, faute. Vous êtes triste, faute. Vous vous sentez seul, faute. Bon, c'est complètement horrible, mais c'est juste horrible. Heureusement, les seules personnes qui n'ont pas d'émotions, qui sont jamais en colère, qui sont jamais déprimées, qui sont jamais tristes, c'est les psychopathes et les morts. Donc, la prochaine fois que vous êtes en colère, au lieu de vous en vouloir, dites-vous « Waouh, je ne suis pas un psychopathe ». C'est quand même soulageant. Alors là, on vous dit « Soyez calme, je suis en colère. Oh ». Alors non seulement vous êtes déjà en colère, c'est déjà pas agréable, mais alors en plus, vous êtes doublement coupable parce que vous ne devriez pas l'être. Vous êtes triste, vous êtes doublement coupable. Non, mais juste, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, ça ne veut pas dire « Je ne dois pas être en colère ». C'est « Je suis en colère, je me fous la paix ». C'est comme ça. C'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça. Et là, ça peut aider à transformer les choses. C'est ça qui est absolument crucial. Et vous voyez, c'est vraiment tellement important qu'on entende qu'il ne s'agit pas de ce truc idiot de bien-être. C'est un livre fantastique, effectivement extrêmement vivant, extrêmement subtil aussi. On va se permettre 5 minutes de retard, on va prendre 2 questions. Ensuite, ne vous inquiétez pas, Fabrice Midal reste avec nous pour évidemment des discussions autour des dédicaces. Donc vous aurez encore le temps pour une discussion un peu plus privée. Mais on va prendre 2 questions. Levez la main, le micro vous arrive. Madame. Bonjour, je suis en formation pour devenir enseignante et ce que vous avez dit sur la méditation m'a pas mal interpellée. Selon vous, quelle est la meilleure manière d'amener la méditation en classe pour que ce soit efficace et pas dans le but de transformer les enfants en moutons Voilà, mais justement, en leur parlant pour de bon, en leur partageant d'abord, je pense que pour enseigner la méditation, il faut le faire soi-même déjà, parce que déjà, ça c'est déjà aidant. Je pense que les parents qui veulent que leurs enfants méditent pour qu'ils soient calmes sans le faire eux-mêmes, alors que si le parent médite et le partage avec son enfant, c'est complètement une autre expérience. Et quand on est enseignant, je crois que vraiment l'important, c'est de montrer comment ça vous a aidé et comment ça peut les aider. Et comment ça vous a aidé, c'est pas en vous calmant, c'est pas vrai. Ça vous a aidé à vous apaiser, ça vous a aidé à être... Enfin, il faut trouver la manière dont ça vous parle pour vous. Et je crois que c'est ça qui est aidant. Et ça a à voir avec rendre les gens vivants, leur redonner un pouvoir de leur vie. Alors ça dépend, quelle classe d'âge vous pensez que vous enseignerez, au tout petit ou au grand?
Voilà, les petits, les grands, c'est pas du tout pareil. Les grands, il faut leur montrer que c'est quelque chose qui est une manière de leur apprendre à dire non, à pas se laisser faire. Parce que les grands, les ados, c'est ça qui peut leur parler. Donc moi, j'ai des étudiants, je suis le fondateur de l'école occidentale de méditation, j'ai formé beaucoup de gens, et j'ai un de mes étudiants qui travaille avec les ados. Donc c'est vraiment passionnant comment il invente. Moi, ce que je lui invite à faire, c'est à inventer un discours par rapport aux ados. Lui, il adore ça, donc il trouve à partir de sa propre expérience. Et avec les plus petits, je pense que quelque chose, ça les aide à se poser, ça les aide à écouter, ça les aide à... Moi, je pense que méditer, ça veut dire écouter. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus simple de dire que méditer veut dire écouter, plutôt que de dire méditer, c'est essayer d'être calme comme une grenouille, par exemple, ou une vache. Qui a envie d'être comme une grenouille ou une vache? Non, c'est pas sérieux. Mais je dis pas du mal du livre. Le livre, il est très bien, mais le titre, non, c'est juste pas possible. Moi, je veux pas que tous les enfants deviennent calmes comme des... Non, je veux que mes enfants, ils soient des enfants, ils soient pleins de vie. Phase du trampoline. Phase du trampoline. Une deuxième question ou remarque? Je pense qu'il y aura plein de discussions un peu plus privées tout à l'heure. Alors, la table de dédicace est juste là derrière, à l'entrée de la librairie L'Apostrophe. Fabrice Midal, merci beaucoup. Tous ceux qui ne l'auraient pas encore dévoré et mis sur leur table de chevet avec plein de petites cornes aux pages, faites-le sans tarder, foutez-vous la paix. Édition Flammarion Versilio. Fabrice Midal, merci beaucoup. Nous allons laisser ce plateau où Bruno Mazur, journaliste, écrivain, va s'en emparer pour une rencontre. Fabrice Midal, merci beaucoup. Merci.